Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette seconde journée des entretiens de Royaumont, consacrée cette année donc au travail. Réinventons ensemble le travail. On pourrait dire même au chevet du travail, tant les débats hier autour des forces et des faiblesses du marché du travail français ont révélé souvent plus de faiblesses que de forces, mais avec aussi beaucoup de messages d'espoir sur l'innovation notamment. Alors on va pouvoir écouter maintenant le diagnostic de Jacques Attali sur le travail en France et dans le monde peut-être. Jacques Attali qui avait notamment remis à Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, un rapport sur la relance de la croissance. Jacques Attali, je vous laisse la parole. Merci de m'accueillir ainsi. Merci Jérôme de cette réunion. Merci Jérôme de cette réunion. J'espère qu'elle ne va pas se transformer en meeting UMP avec la fin de la matinée. Et je regrette aussi, ce n'est pas ma faute. Et j'espère vraiment que les entretiens de Royaumont vont durer comme étant un lieu de rassemblement non partisan, ouvert à tous et lieu de réflexion sur l'avenir de notre pays. Et je crois que ce pays en a besoin et cet endroit est fait pour ça. Il faut vraiment que ça reste et devienne plus encore un lieu non partisan. Vous m'avez demandé de réfléchir à l'avenir du travail. C'est évidemment un sujet gigantesque. Souvent, quand je pose la question à quelqu'un de savoir s'il aime son travail, je lui pose une question très simple, je lui demande est-ce qu'il préfère le lundi matin ou le vendredi soir. Et évidemment, tout le monde répond, suivant les circonstances, la façon dont il s'interrogeait qu'il préfère le lundi matin, mais ce n'est pas vrai pour la quasi-totalité des gens. La quasi-totalité des gens préfèrent le vendredi soir, tout simplement parce que la quasi-totalité des gens mènent une vie aliénée. Et je pense qu'il faut garder ça présent à l'esprit. Nous sommes 7 milliards sur la planète, nous allons bientôt être 9 milliards. Et sur ces 9 ou 7, bientôt 9 milliards, l'immense majorité des gens vit une vie dans laquelle le travail, s'ils en ont un, est aliéné, exploité, insupportable. S'il y en a un, c'est d'ailleurs une question assez particulière à l'Occident, parce que moi qui suis pour l'essentiel de mon temps hors de France et dans les pays émergents, il n'y a pas de chômage dans les pays émergents, ça n'existe pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'assurance chômage ou d'allocation chômage, et donc si on est chômeur, on meurt de faim. Et donc on n'est pas chômeur, on travaille d'une façon ou d'une autre, on se débrouille d'une façon ou d'une autre, et le chômage est un concept de pays riches, pas de pays pauvres. Les pays pauvres, on n'est pas chômeur, on est paysan, on est artisan, on est commerçant, on est employé, on est fripier dans les rues, on est mendiant, on travaille de façon légale ou illégale, mais on travaille. Et je pense que ce qu'on doit constater de façon comme un fait, c'est que l'avenir du travail, c'est le travail comme il est aujourd'hui, pour très longtemps, pour l'immense majorité des gens. Il y aura encore bientôt, pendant longtemps, des milliards de paysans qui auront tous les matins travaillé dans les champs, des milliards de gens qui iront être commerçants dans des petites boutiques, des milliards d'artisans, des millions ou des milliards de gens qui iront travailler dans les bureaux ou dans les usines. Ça, nous allons parler, je vais parler beaucoup de ce qui est en train de venir en pointe dans l'évolution du travail, mais il ne faut pas oublier que le cœur de l'humanité est un cœur qui évolue lentement, même si ces évolutions sont lourdes, et qui évoluent lentement en gardant profondément et l'exploitation et l'aliénation, sachant que les deux sont deux concepts complètement différents. L'exploitation, c'est le fait de se voir privé d'une partie du revenu de son travail. L'aliénation, c'est le fait d'être extérieur à son travail et que ce travail ne vous soit pas lié à votre propre créativité. Et il y a aussi le fait que, bien sûr, ces 7, bientôt 9 milliards de personnes voient aussi leur mode de vie profondément changé par des évolutions qui ne changent pas leur exploitation, la nature de leur travail, mais au moins qui changent assez profondément un certain nombre de choses. Par exemple, le fait que sur les 7 milliards d'habitants de la planète, il y a 5 milliards
de téléphones mobiles, donc évidemment plusieurs sont affectés à la même personne, mais il y a sûrement au moins 3 milliards de personnes qui ont un téléphone mobile, ce qui évidemment change radicalement les choses et va changer même, et je le vois moi tous les jours en m'occupant de microfinance, va changer le rapport au système bancaire où la banque principale va être l'opérateur téléphonique. Ça, c'est certainement une mutation très profonde qui fait que les gens, et je vais y revenir, seront de plus en plus en réseau. Alors, face à ça, le travail va être aussi très largement stable dans la mesure où des métiers anciens vont durer. Il faudra se nourrir, se loger, donc produire de la nourriture, se loger, produire du logement, se transporter, produire des transports, enseigner, produire des professeurs, se soigner, produire du système de santé. Toutes ces fonctions vitales vont être là de plus en plus. Et avec elles, deux fonctions, je ne dis pas ça parce que Henri est là, mais deux fonctions dont j'ai dit depuis longtemps qu'elles allaient être des fonctions absolument majeures de l'humanité et de plus en plus fondamentales, distraire et assurer. Protéger ou assurer ou couvrir le risque, qui sont deux fonctions majeures dans lesquelles on voit une évolution considérable. Ceci étant dit comme étant le socle, le cœur de l'humanité, tout ce qui va suivre ne va concerner qu'une pointe avancée. Le socle de l'humanité va continuer à vivre assez longtemps, pendant des décennies encore, de cette façon-là. Il est vrai qu'on va voir apparaître de plus en plus des formes nouvelles de travail, des métiers nouveaux, des activités nouvelles, mais elles seront assez largement minoritaires et d'avant-garde. Il est clair que des nouvelles technologies sont en train d'apparaître qui vont transformer profondément le travail. Ces technologies de l'information, tout le monde en a parlé, j'imagine, ici hier, que ce soit le cloud computing, le web processing, tout ça va transformer profondément des tas d'activités. Les biotechnologies, les nanotechnologies, les neurosciences, qui à mon avis sont sous-estimées comme ayant un impact considérable, et qui à mon avis ne conduisent pas, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, au passage à une société post-industrielle. Je ne crois absolument pas que nous sortions d'une société industrielle à une société post-industrielle. Je crois au contraire que nous entrons dans une société hyper-industrielle où un très grand nombre de services, grâce aux nouvelles technologies, un très grand nombre de services vont être industrialisés. La santé de plus en plus industrialisée, l'activité de surveillance est de plus en plus industrialisée, l'activité de col blanc est de plus en plus industrialisée, et une partie de la médecine, et demain et après-demain, même déjà aujourd'hui, une partie du processus éducatif, ça va être le grand enjeu des 30 prochaines années, va être industrialisée. On le voit avec le basculement qui a commencé et qui va s'accélérer vers la formation à distance. Donc on voit se dégager des métiers nouveaux liés à ces 4 vagues de progrès techniques et à ce qu'elles impliquent comme industrialisation de services et non pas développement d'une société post-industrielle. Mais l'industrialisation des services elle-même ouvre la voie à de nouveaux services dans les deux domaines dont j'ai parlé, la distraction et la protection. Et dans la protection, il faudra sûrement ajouter des services que j'appellerais de compassion, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'empathie, du rapport aux autres, de l'aide à l'autre dans sa solitude. Ça, c'est les nouveaux métiers. De nouvelles façons de travailler, on est évidemment, et ça c'est ce que je vais dire, sont connus comme des banalités d'avant-garde, même si ça peut paraître un oxymore, on va travailler sans horaire, de plus en plus. J'ai dit qu'on se posera la question de savoir si on préfère lundi matin ou vendredi soir. C'est une question qui va être de plus en plus dépassée par le fait qu'il n'y a plus d'horaire. On est de plus en plus dans un travail permanent, ce qui est d'ailleurs le cas du paysan ou du commerçant dans les pays du Sud, mais ce qui sera de plus en plus le cas de tout le monde. La question des horaires de travail est en train de perdre son sens. Sans bureau, parce que la nécessité qui avait été théorisée en 1936-37 d'une firme comme lieu de rassemblement de gens pour travailler, parce que c'est un lieu exceptionnel où les gens peuvent se rencontrer et réduire les coûts de l'information, est en train de disparaître. De plus en plus, à cause des nouvelles technologies, ont possibilité de travailler autrement, et on bascule d'un univers du travail sédentaire à un univers du travail nomade, où le nomade est libre et s'attribue le rattache où il veut. C'est-à-dire sans bureau,
mais aussi sans lien hiérarchique avec un autre. Je pense que de plus en plus, on va vers une activité où chacun sera employeur de lui-même. Je voudrais prendre juste deux modèles pour ça. Il m'arrive très souvent de penser que la musique est révélateur des changements sociaux. Regardez comment travaillent les musiciens. À mon avis, c'est très révélateur de ce qui est en train d'arriver beaucoup plus généralement dans la société. Un musicien peut appartenir à 3 catégories d'entreprises. D'abord, il est entrepreneur de lui-même. Il est son propre employé, il cherche des cachets un peu partout et il travaille. Et je crois que de plus en plus, les gens seront employeurs d'eux-mêmes, avec des emplois multiples. Je crois que la précarité devient la règle. Et que la précarité, d'où l'importance, j'y reviendrai, de l'assurance pour compenser de la précarité, mais que chacun sera de plus en plus en situation de consultant individuel, avec des emplois multiples et des employeurs multiples, comme le musicien qui lui-même est employeur de lui-même. Parfois, les musiciens se mettent ensemble pour faire un orchestre provisoire. Ils se rassemblent, ils font un orchestre, ils sont d'ailleurs souvent employés de plusieurs orchestres. Et ça, c'est l'entreprise à durée limitée. C'est une entreprise qui se fait par des gens qui se mettent ensemble, et l'entreprise vit aussi longtemps que les gens qui sont dedans, ou moins longtemps. Et puis parfois, et c'est la 3e catégorie d'entreprise, il y a des orchestres qui réussissent à créer une marque, indépendamment de ceux qui la composent. C'est l'Orchestre symphonique de Berlin, par exemple, évidemment archétypal de cela. Et là, on va entendre l'Orchestre de Berlin sans savoir qui y joue. On sait que c'est un grand orchestre. Et pour une entreprise, parfois c'est ça. Quand ça arrive au sommet, quand une entreprise est capable d'incarner un idéal d'excellence, une marque, un univers, ça devient ça. Pour moi, le modèle absolu de l'entreprise de demain, c'est le Cirque du Soleil. Bien sûr, on pourrait dire que toute entreprise est un cirque, mais ça c'est une autre question, la politique n'en étant pas exempte. Mais le Cirque du Soleil est très intéressant parce que vous avez... qu'est-ce que c'est que le Cirque du Soleil? C'est une entreprise dans laquelle vous avez comme seule fonction un laboratoire de recherche, des lieux où les gens tentent d'imaginer des produits nouveaux, des activités, des attractions nouvelles. Donc la recherche. Vous avez une équipe qui parcourt le monde pour chercher des talents, des jeunes talents ou des talents confirmés dans tous les métiers du Cirque du Soleil, et qui cherche les meilleurs. Et je crois qu'une entreprise, c'est de la recherche et des relations humaines pour trouver les talents. C'est ensuite une équipe qui met en place le produit, le spectacle du Cirque du Soleil, et qui ensuite le réplique et le déploie à travers le monde. Et puis la logistique financière de base. Et il y a très peu d'employés au Cirque du Soleil, permanents, qui sont en charge de ces activités de recherche de talent, d'innovation, de déploiement de produits faits, parce que tout tourne à une très grande vitesse. Il faut des innovations sans cesse, il faut des talents nouveaux sans cesse. Et vous voyez que ça nous fait entrer dans un monde assez flippant, c'est-à-dire un monde dans lequel les emplois stables sont extrêmement peu nombreux et le reste sont en permanence en changement. Et ça renvoie assez précisément à ce que j'ai dit pour l'activité de la musique ou l'activité de chacun d'entre nous. Il faut voir d'ailleurs que la musique nous renvoie aussi à une autre dimension, c'est que de plus en plus les gens sont non seulement en situation de vouloir écouter de la musique, mais faire de la musique. Et les nouvelles technologies, celles qu'on appelle d'un mot excessivement sous-estimé, qui est les imprimantes 3D, qui n'ont rien à voir avec des imprimantes, qui est la possibilité de faire chez soi, d'autoproduire un certain nombre de choses qui pouvait paraître longtemps de la science-fiction, qui ne l'est plus, renvoie à cette métaphore de « je préfère faire de la musique plutôt qu'en entendre », et on va de plus en plus vers l'autoproduction d'un très grand nombre de choses. Ce qui renvoie encore plus au travail individuel, en réseau avec d'autres, sans pour autant faire partie de façon hiérarchique, permanente, avec un contrat de travail durable, avec une structure. C'est très difficile dans un tel ensemble
d'imaginer de sortir de l'exploitation, de l'aliénation, puisqu'on la vivra de plus en plus comme une aliénation et une exploitation solitaire, à la limite presque une exploitation, une aliénation de soi-même par soi-même. Et cela renvoie aussi à quelque chose qui, dans la musique en particulier, est très important et très essentiel dans le travail du musicien, c'est que le musicien n'est rien s'il ne se forme pas en permanence. La formation, elle est permanente, elle est insensée. Quelqu'un qui arrête de se former quand il est musicien, il ne l'est plus. Et je crois qu'une des grandes lacunes, une des grandes révolutions d'avant-garde de nos sociétés, ça sera de renverser profondément la relation entre le travail et la formation. J'ai toujours pensé, et je pense de plus en plus, et l'actualité me donne malheureusement, je crains raison, qu'il est absurde dans nos sociétés de considérer que se soigner est une activité socialement utile, qui mérite rémunération, comme les grandes conquêtes sociales l'ont montré depuis longtemps, alors que se former, qui est tout aussi socialement utile, n'est pas considéré comme une activité socialement utile méritant rémunération. Pour moi, se former est un travail. Et c'est un travail qui mérite rémunération. Et c'est, à mon avis, ça crée une distinction assez profonde entre deux types de sociétés, celle où on pense que les gens doivent payer pour se former, parce qu'on pense que c'est bon pour eux, et que pour eux seuls, qu'on doit leur faire payer leurs études, et les sociétés, au contraire, où on pense que l'augmentation de ce qu'on appelle, un peu scandaleusement, le capital humain est bon pour la collectivité, comme un musicien d'orchestre qui, quand il s'améliore, n'est pas bon que pour lui-même, mais il est bon pour tout l'orchestre, doit être rémunéré pour se former. Je pense par exemple que, et je l'ai dit depuis très longtemps, que la vraie solution profonde du problème du chômage, c'est d'inverser le rapport au chômage et de considérer que quelqu'un qui est au chômage, s'il est en situation de se former et de chercher activement un travail, ne doit pas être considéré comme chômeur. Il doit être considéré dans un travail de formation, de reconversion et d'emploi. Et je suis très choqué que dans la négociation actuelle qui vient de commencer entre les partenaires sociaux sur la flexibilité du travail, la formation permanente soit soigneusement exclue du mandat de la négociation. Elle est exclue du mandat de la négociation. C'est-à-dire que les partenaires sociaux considèrent qu'ils sont d'accord pour ne pas en parler, tout simplement parce que la formation permanente représente pour les uns et les autres un fromage dont on ne veut pas parler, 40 et quelques milliards, pour ne parler que du cas français, alors qu'à l'évidence, ça devrait faire partie d'un accord équilibré entre flexibilité d'une part nécessaire et sécurité qui passe par mettre les gens dans une situation de dignité par le fait qu'ils auraient un contrat de travail pour se former. Un sujet qui en Lorraine fait aujourd'hui beaucoup parler, montre que si on pouvait donner aux gens un statut digne, stable, d'un contrat de travail pour se former à un nouveau métier, ça dédramatiserait le fait de changer d'emploi et éviterait toutes les palinodies auxquelles on a assisté ces jours derniers. Donc, il me semble qu'une des grandes mutations du travail sera de considérer que la formation fait partie du travail. Et d'ailleurs, les entreprises sont en train de le montrer, les grandes entreprises sont en train de le montrer, en particulier les entreprises d'avant-garde, malheureusement souvent aux États-Unis et pas en Europe, qui sont en train de constituer des universités internes et qui considèrent comme tout à fait naturel de former leur personnel, de le former en permanence et qui payent leurs salariés pour se former parce que l'amélioration de la compétence constitue la clé de l'avenir. Donc je pense que s'il y a une mutation majeure du travail, c'est celle-là. Et puis ensuite, évidemment, c'est de faire en sorte que, et ça dépend de chacun d'entre nous, de faire que le travail ait du sens, que nous soyons tous en situation de pouvoir nous dire que ce que nous faisons a un sens indépendamment du fait de gagner sa vie. Moi, je rêve d'une société où la revendication principale serait le report de l'âge de la retraite. Parce que tout le monde dirait je m'amuse tellement, mon travail est tellement utile à moi et aux autres que je n'ai aucune raison de vouloir m'arrêter. Et je considère que c'est une faillite de la société, des sociétés marchandes que d'avoir à revendiquer la réduction de la durée du travail, que d'avoir à revendiquer la réduction de l'âge de la retraite, parce que ça signifie que nous n'avons pas réussi à sortir de l'aliénation du travail.
Et que donc une des grandes mutations qui est en marche par ce qu'on voit dans les nouvelles générations, c'est à quoi ça sert tout ça? Pourquoi est-ce que je travaille? Quel est le sens de mon travail? Est-ce que mon travail doit être seulement un travail pour gagner ma vie? Et comme au XVIe siècle, peu de gens en France, en tout cas, voyaient, et nos livres d'histoire encore en sont la marque, que le capitalisme était en train de faire exploser le féodalisme. Quand vous regardez nos livres d'histoire, on nous raconte la guerre de 100 ans, on nous raconte les guerres entre monarques, et on nous parle très peu de ces petites villes marginales, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, dans lesquelles naissait le capitalisme marchand, qui allait faire exploser le monde féodal, par une nouvelle forme de travail, qui était un travail productif, innovateur, créateur de richesses. Le niveau de vie d'Amsterdam, au temps de Louis XIV, c'est 4 fois le niveau de vie de Paris. Et on nous parle de la splendeur de la France. Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'il est en train de se passer la même chose, avec une autre forme de travail qui est en train de, peut-être, de remplacer le capitalisme, mais en tout cas d'en être un aiguillon et une mutation. C'est tout ce qui tourne autour du travail des ONG et de tous ceux qui recherchent un sens à leur travail, une finalité à leur travail, qui ne soit pas seulement de gagner leur vie, qui ne soit pas seulement de créer des richesses pour un actionnaire incertain et lointain, et qu'on peut regrouper assez largement dans les ONG, les mutuelles, les coopératives, même si on sait très bien qu'il y a des mutuelles qui sont en fait des entreprises purement capitalistes traditionnelles, et qu'il y a des ONG qui ne s'intéressent qu'au bien-être de leurs dirigeants, malheureusement, comme on l'a vu très souvent. Je pense que les partis politiques sont certainement parfois dans cette catégorie-là. Pas toujours, heureusement. Mais je pense qu'il y a dans ce mouvement-là, dans ce genre de travail-là, quelque chose qui est en train de changer très profondément nos sociétés, avec des jeunes qui préfèrent travailler avec du sens qu'avec des revenus qui pourraient être plus élevés ailleurs, et qui sont certainement en train de créer l'espoir que, pour beaucoup, le lundi matin sera préférable au vendredi soir. Je vous remercie.